Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une très belle journée et il faut dire que c'est une journée qui a été très pluvieuse bien sûr au Bénin et risque de l'être en tout cas ce soir. Alors néanmoins, le grand rendez-vous a bien évidemment lieu ce soir. Comme invité, nous aurons un spécialiste en normes HACCP, un imam et puis un docteur en médecine. Retrouvez-les dans un instant juste après la météo. Allez, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous. Ce soir, nous allons rompre le jeûne avec nos amis musulmans. Autant savoir rappelle les interdits et exigences du jeûne en islam. Tout à l'heure, sur Autant savoir. Alors, ce même grand rendez-vous prépare la journée mondiale anti-tabac. Suivez-nous ce soir dans les pas des autorités béninoises sur le chemin de la lutte contre le tabagisme. Retenons déjà que le Bénin a du chemin à parcourir. Alors, un Bénin qui travaille également à renforcer, sinon rassurer davantage le consommateur de ces produits agroalimentaires, ce qui nous amène d'ailleurs même à vous présenter les avantages et exigences des normes HACCP avec l'ESPER. Le grand rendez-vous vous offre tout à l'heure l'édition du journal du soir. Ce sera avec Estelle Pazou à 19h45 exactement. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous Assioum. On se retrouve tout à l'heure à 19h45 pour la grande édition du journal du soir. Mais dites-nous déjà, quel en est le menu principal? Un accident est survenu hier, place du Souvenir. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, un camion gros porteur aurait percuté une moto avec 2 passagers, bilan 1 mort. Malgré ses atouts, l'énergie solaire, une réponse au déficit énergétique, n'est pas encore suffisamment exploitée au Bénin. Un consultant en développement revient sur l'importance et l'utilité de cette énergie. Et puis, la rupture du jeûne est un moment chaleureux dans certaines familles musulmanes. Plus qu'un simple rituel, elle rassemble et a aussi un temps de partage. Tous les détails, c'est à 19h45. Rendez-vous donc à 19h45 avec vous, Estelle Pazou. On continue bien sûr le grand rendez-vous. On ouvre d'ailleurs même les plateaux par Autant savoir. Bon, 19h, passé de quelques minutes seulement, c'est l'heure bien sûr de la rupture du jeûne. Et là, on va le faire ce soir, spécialement avec nos amis musulmans. Et puisque dans un instant, je reçois Anéat Bello et l'imam, et un imam bien évidemment, l'imam de la mosquée d'Agori Calavi. Ce sera dans quelques minutes, le temps juste de suivre ce reportage signé bien sûr Sylvania. 4
4 catégories de personnes ont la permission de ne pas jeûner au cours du mois sacré. Cependant, ils ont obligation de rembourser le nombre égal de jours manqués avant la venue d'un nouveau mois de Ramadan. Première personne, un malade qui souffre d'un mal qui l'empêche en ce moment précis d'observer le jeûne afin de bénéficier de soins pour sa guérison. Deuxième personne, le voyageur sur une longue distance dont le motif du voyage n'est pas illicite. Troisième personne, la femme enceinte. Quatrième personne, la femme qui allaite un bébé. 2 autres catégories de personnes sont exemptées du jeûne et ce dans son entièreté. Il s'agit de les femmes en menstrues ou en logis sont formellement exemptées du jeûne, tout comme elles le sont pour les prières quotidiennes qu'elles n'accomplissent pas durant cette période. Mais elles sont astreintes de rembourser le nombre de jours de carême manqués, contrairement aux prières quotidiennes qu'elles n'avaient pas accomplies. Ceci est encore une miséricorde particulière pour les femmes, dans la miséricorde générale de Dieu dont nous parlons. Sixième personne, des vieillards qui n'ont plus la force physique de supporter le jeûne du matin jusqu'au soir. De même que le malade souffrant dont les chances de guérison sont nulles. Alors que le sexe hors mariage suscite des controverses, le musulman a la permission de passer aux actes charnels avec ses épouses durant les nuits du Ramadan et ce, juste avant l'aube. On vous a permis la nuit du jeûne du mois de Ramadan d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Dieu sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Jouissez de vos femmes, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. À côté de tout ceci, d'autres pratiques sont interdites mais moins connues. Dire de mauvaises choses, médire, dire les mensonges, voler, forniquer, tout ce qui est acte mauvais que l'homme connaît et que le bon sens partage, c'est interdit au cours de ce mois. Ô homme, croyez Dieu par rapport à sa religion et par rapport à ses fidèles. Ne soyez pas animés par la haine. Rappelez-vous de la parole de Dieu qui dit au verset 105 de la sourate, le repenti. Œuvrez car Dieu voit votre œuvre, de même que son messager et les croyants. Durant tout ce mois de jeûne sacré débuté le 17 mai dernier, les musulmans devront observer les interdits liés au 4e pilier de l'islam et ce, durant 29 ou 30 jours. Allez, merci beaucoup à vous, Sylvania Tchanoun, de nous avoir amenés dans les mosquées. On revient en plateau avec l'imam Moutawakil Boukari Malik. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Madame Onifali, comment allez-vous? Assom Gaba, je vais très bien, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau à Niat pour parler bien sûr du jeûne en islam, puisque vous êtes également une musulmane, c'est ça? Eh oui, justement, on ne pouvait pas laisser passer tout ce mois de Ramadan sans rappeler tout ce qui est interdit et quelles sont les exigences pour le musulman en cette période de Ramadan. Nous avons donc choisi de recevoir pour vous Monsieur Moutawakil Boukari Malik. Il est imam de la mosquée d'Agori Calavi, mais il est aussi trésorier général de l'Union islamique du Bénin. Qui mieux que lui donc pour répondre à nos questions? Merci d'être avec nous sur ce plateau. Ma première question, c'est déjà de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des interdits particulièrement dans le mois de Ramadan? Oui, merci beaucoup. Vous savez, Dieu a été clair. Il nous a dit tous les mois, il y a 12 mois, les 11 mois, c'est pour vous. Mais le mois de Ramadan, c'est à moi. C'est moi qui récompense toutes les œuvres qui sont dedans. Donc, voilà l'importance parmi les mois. Il a choisi un mois qu'il a préféré plus que les autres mois. Pour qu'on puisse davantage l'adorer, davantage le louer. L'adoration. Et quand nous parlons de ce mois particulier, c'est le mois d'amour, du partage, de la solidarité.
en sorte du pardon. Il faut pardonner également. Non, c'est une exigence parce que ou une recommandation? Le mois de Ramadan même, la première décade, la bénédiction de Dieu descend sur les fidèles. Vous voulez parler des 10 premiers jours? Voilà. Et la deuxième décade, dans laquelle nous sommes déjà, c'est le pardon. Et quand vous arrivez à la troisième décade, on vous libère, Dieu vous libère du fait de l'enfer. C'est-à-dire, le jour là, toi tu vas au paradis. Et pourquoi ce mois est particulier? Il dit, quand le mois de Ramadan rentre, toutes les portes du paradis sont ouvertes. Et toutes les portes de l'enfer sont fermées. Donc, vous voyez la spécialité de ce mois béni. Et enfin, il dit, Chétan, que les gens disent que c'est Chétan qui m'a trompé ou c'est le diable, il dit, ils sont enchaînés. Bon, quand tout ça là est complet, quelle preuve et quelle excuse un musulman va dire, ah, c'est le diable qui m'a trompé. Oh, le diable est enchaîné. Donc, pendant ce mois, on est responsable de nos actes. On est responsable. Donc, ce mois-là, c'est nous-mêmes, les vrais charlatans. Parce que tu ne peux pas faire quelque chose pour dire que c'est... Ce qui prouve que Dieu réellement a enchaîné les diables et les charlatans, vous ne voyez pas comment pendant le Ramadan, nos mosquées sont pleines à craquer. Au moment où tout ça là se passe, le diable enchaîné, il lutte. Comment faire? Mais en ce moment, il faut que nous combattons quoi? Notre force intérieure et la paresse. C'est ça qu'il faut combattre. Pourquoi après le jeûne, Dieu relâche encore le Satan? On va revenir. On va revenir à l'après-jeûne, si vous permettez. Pourquoi il le laisse après le mois de Ramadan, pourquoi Dieu le laisse encore? Je t'ai dit au premier, il dit le mois là, c'est à lui. Oui. Et c'est à lui le pouvoir. Mais je te demande, pourquoi toi, quelquefois, bébé 24 te laisse aller en congé? Ah donc le diable est en congé? Il est en congé, on dit bon, ce moment-là, c'est à moi. C'est à moi. Bon, lui aussi, il a été créé par Dieu, c'est parce qu'il a désobéi. Parce que nous, les hommes, on ne connaît pas notre valeur. C'est à cause de nous, les hommes, qu'il a été maudit. Et il dit, je vais me venger. Justement, en prenant le plus grand nombre avec moi. Il vous donne des plaisirs que vous... Et il est content. Et le jour du jugement, il dit, Dieu vous a dit le 3 chemin et je vous ai invité sur le mauvais chemin, vous m'avez suivi. Alors, dans le reportage, on a vu tout à l'heure l'imam qui disait que même si vous couchez avec votre femme, que Dieu voit, mais il vous pardonne pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan. À une certaine heure, justement. Est-ce a dit que ce n'est pas un interdit? Non, il faut bien écouter mon imam et c'est mon vice-président. D'accord. Bon, il n'a pas dit que c'est interdit. Dieu, au premier plan, les compagnons du prophète, on a interdit avec ta femme intime. C'est pas fornication ou petite amie. Ta femme même. Voilà. Si on a interdit ta femme intime la journée, bon, pourquoi pas petite amie? Pour petite amie, il faut jeter loin même. Donc, comme l'imam le dit, les compagnons, ils sont diables, qui sont gênés. Après le jeûne, la nuit là, chacun veut adorer Dieu correctement et il les a vus un peu coincés. Et le diable dit, ah, je vous ai vu, un peu vous voulez vous approcher. Mais la nuit, vous pouvez vous approcher d'elles. Elles sont vêtements pour vous et vous êtes vêtements pour elles. Ok, la nuit. Donc c'est la nuit. C'est dans la journée que c'est interdit. La journée, tu es dans l'adoration. Même si ce n'est pas l'homme qui est chaud, avec la faim, là, qu'est-ce que tu vas avec femme? Ouais. Alors, rappelons un peu quels sont donc les autres interdits pendant le mois de Ramadan. Ouais. À tous ces musulmans-là qui nous suivent, qu'est-ce qui est interdit aux musulmans? Comme vous dites, toi-même tu es musulman,
lui il est musulman. C'est celui qui se soumet à Dieu. Toi, tu te soumets au diable. Tout celui qui se soumet à Dieu est un musulman. Donc, ce n'est pas interdit, c'est le prophète Abraham qui nous a nommés musulmans. Donc, ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a amené le mot musulman. Et n'oubliez pas que le prophète Abraham est le père de tous les prophètes. Justement. Donc, tout celui qui se soumet, il est musulman. il est musulman. Qu'est-ce qui lui est permis? Donc, c'est interdit à tout le monde. Ah, c'est pas seulement musulman, c'est pour tout le monde. Est-ce faire la fornication, ou mentir, ou voler, ou être haineux, c'est bon pour... C'est pas aux musulmans seulement que c'est interdit. C'est pas bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qui est interdit dans ce mois de ce qui est interdit, quand on dit s'abstenir de manger et de boire, c'est pas ça. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. D'autres mettent dans la tête, on m'a dit, de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas s'approcher de la femme ou de ne pas faire de n'importe quoi. Mais il y a d'autres choses. Il faut s'abstenir de dire de n'importe quoi. La haine gratuite, les accusations gratuites, la calomnie, le vol, le mensonge. Ce que tu n'as pas vu, tu dis j'ai vu. La corruption. Ce que l'autre n'a pas dit. La corruption, surtout. La corruption, Dieu a combattu ça. Mais quand vous parlez de la corruption, c'est l'islam qui a combattu ça correctement. Dieu dit je vais punir les corrompus et les corrupteurs. Et les corrompus et les corrupteurs. Donc, quand Dieu l'a dit, est-ce la corruption? Est-ce la corruption peut être combattue totalement? Je dis non. Je dis non. Celui qui veut combattre la corruption, il n'a qu'à se préparer. Ou il augmente, ou il la diminue. C'est l'un ou c'est l'autre. Parce que l'homme même est corrompu. La meilleure justice est divine, au fait. C'est ce que vous voulez dire. La meilleure justice vient de Dieu. Cela veut dire non. C'est parce que l'homme a choisi ça. Parce que la responsabilité, être chef, être roi, être imam, c'est une responsabilité. Et Dieu a dit aux gens du ciel, je vous donne cette responsabilité. Mais elle est lourde. Très lourde. Parce qu'il ne peut pas être juste. Il sait qu'il ne peut pas être juste. Il a envoyé au diable des montagnes. Ils disent, ah, c'est lourd, nous ne pouvons pas. Donc, comme l'homme est corrompu et ignorant, il a accepté. Il dit, c'est dans le Coran. D'accord. Donc, l'homme entier est corrompu. Regardez comment Éden est descendu sur terre. Alors, Imam, si vous permettez... C'est pas la corruption. Imam, si vous permettez, on aura l'occasion de revenir peut-être sur tous ces aspects-là. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on revienne sur les comportements particuliers que le musulman doit avoir tout au long de ce mois de Ramadan pour pouvoir justement bénéficier de toutes les bénédictions, la dernière question de toutes les bénédictions contenues dans ce mois. Le comportement d'un musulman, je vous ai dit, premier plan, ce mois-là, c'est un mois d'amour. Il faut être jovial, il faut être solidaire avec les autres, avec les voisins. Ce n'est pas parce que l'autre est chrétien. Un chrétien est un musulman parce qu'il adore. Quand le musulman il mange bien et que son voisin, même qui est chrétien, n'arrive pas à manger, c'est ce que je dis. C'est pourquoi on dit, c'est pas seulement au moment de Ramadan qu'il faut être solidaire. Le prophète était solidaire. Même en et il est toujours solidaire, mais pendant le mois de Ramadan, il devient encore plus solidaire. Cela veut dire quoi? On se partage. C'est le mois du partage. Et ce qui est important, regardez vous-même. Les non-musulmans, ils nous offrent l'orange, du sucre, des mille. Pendant la tabaski, le musulman aussi dit, ah, envoyez de la viande. Parce que la viande, c'est une bénédiction que Dieu a fait du prophète Abraham pour que les gens... Mais ce qui est important, ce que je veux profiter pour dire, je demande aux imams et aux prêtres ou aux pasteurs ou aux alphas de faire attention. Parce que quand on appelle religion musulmane, c'est le dialogue interreligieux.
On voit d'autres imams ou d'autres alphas qui ont une connaissance limitée, disent si le chrétien ou le non-musulman te donne à manger pour rompre, que c'est haram. C'est haram. Faux et usage de faux. Merci beaucoup. Et il a l'autre côté qui dit quand les musulmans vous donnent la viande de la tabaski, il faut jeter. C'est aussi haram. Vous voyez comment les gens sont en train de mélanger du sable dans du carré. Alors, on a compris, Monsieur Moutawakel Aboukari Malik, vous êtes imam de la mosquée d'Agorikalavi et également trésorier général de l'Union islamique du Bénin. Mesdames et messieurs, je crois que dorénavant, nous sommes fixés sur les interdits et les exigences de ce mois de Ramadan. Est-ce que l'islam prône et sur lequel l'imam est revenu, c'est la générosité, c'est le dialogue, c'est l'entraide surtout entre nous. Hachim Gaba, merci de nous avoir reçus. Beaucoup à vous, Aniat Bello, pour cette édition de Autant Savoir. J'espère qu'il n'est pas interdit de fumer pendant le jeûne. Il est interdit de fumer, la cigarette et tout ça. C'est interdit dans le jeûne? Pendant le Ramadan? Oui. Mais la cigarette, vous faites quelquefois les marches contre... il a le jour du tabac, non? Oui. C'est pas l'islam seulement, c'est interdit à cause de notre santé. C'est général, c'est pas pour les musulmans seulement. C'est juste pour faire la transition entre Autant Savoir et la rubrique Nature et bien-être, puisque nous allons parler bien sûr de la lutte anti-tabac au Bénin. Allez, bienvenue sur Nature et Bien-être et également dans les pas des autorités béninoises sur le chemin de la lutte anti-tabac au Bénin. Où en est-on au Bénin en réalité? On va répondre bien sûr à cette question dans un instant, mais avant, suivons ce reportage. La vente et la publicité de cigarettes dans les boutiques, kiosques et épiceries autour des écoles incitent la jeunesse à la consommation du tabac. C'est le constat fait par l'ONG IECT, l'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme. Il y a la vente de l'alcool, je peux dire même de la cigarette. Par exemple, à Zongola, il y en a, toute la Bulgarie là. Donc, la cigarette aujourd'hui, ce n'est plus un truc à cacher. Maintenant, c'est partout dans le monde et tout le monde en consomme. À proximité de notre établissement, il y a des kiosques, des boutiques où on vend ces produits qui nuisent à la santé. À Zongo, je vois, quand je me promène des fois, je vois de grandes personnes qui fument. Donc là, vous savez, nos élèves, la plupart de nos élèves viennent de Zongo. Donc ils vont voir les grandes personnes en train de fumer. Donc là, nous déplorons un peu le fait que les grandes personnes s'adonnent d'abord à ces pratiques. Alors, lorsque ces grandes personnes s'adonnent à ces pratiques, les enfants vont penser peut-être que c'est une bonne chose. Mais ça, là, c'est très mauvais. Dans son enquête portée sur 9 écoles primaires et secondaires de Cotonou en 2016, l'ONG IECT affirme que dans un rayon de 100 mètres, il existe au total 108 points fixes de vente des produits du tabac, soit une moyenne de 12 points par école. L'école primaire publique Charles Guillot de Zongo et le collège d'enseignement général Akpakpa Centre sont les plus exposés avec respectivement 27 et 11 vendeurs ambulants. Certaines autorités interpellent l'État. Même si on l'a rencontré, nous, on n'a pas de force pour interdire à quelqu'un de ne pas vendre quelque chose. Si on peut prendre simplement une loi pour interdire l'importation de tout dérivé de tabac. Sinon, ça peut compromettre l'avenir. Si le parent arrive à contrôler la sortie de son enfant, et puis son comportement. Lorsque le jeune apprenant commence à développer un comportement, le parent doit pouvoir s'interroger et très tôt, n'est-ce pas, essayer de corriger. Des dispositions que la nouvelle loi anti-tabac de 2017 a prises en compte à travers son article 18 qui interdit la vente du tabac, ses dérivés et assimilés dans un rayon de moins de 500 mètres des établissements préscolaires et scolaires. Le non-respect de cette loi est passible de sanctions. La loi a prévu des amendes qui vont de 50 000 à 500 000 et puis la peine qui, on peut dire, qui est la sanction
de l'infraction, ça à peine court jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Selon les sociologues, la vente du tabac, ses dérivés et assimilés autour des ménages ou institutions serait une forme de marketing agressif. Par ailleurs, il recommande au gouvernement de mettre en application le décret portant protection du domaine scolaire pour sensibiliser et protéger les enfants. Oui, très bon élément de Yasmine Damata que nous venons donc de suivre. Il y en a même qui disent que la cigarette ou les dérivés de tabac, que c'est pour les branchés. En réalité, ces gars qui sont branchés ou les dames qui sont branchées, c'est une idée mensongère, trompeuse et dangereuse, n'est-ce pas, docteur Seyon? Merci, monsieur Gaba, et bonjour, madame Heureuse. Voilà. Bonjour, docteur. Chers auditeurs, c'est vraiment une idée fausse que de penser que la consommation du tabac permet d'être moderne, d'être branché. Branché, c'est ça. Parce que ça, c'est des termes que les industries du tabac utilisent pour, en fait, rassembler et puis pour rendre fidèles les couches vulnérables que sont nos jeunes à la consommation du tabac. On verra tout à l'heure avec vous comment est-ce que le Bénin s'arrange pour bien mener cette lutte anti-tabac. Heureuse Danodé, merci d'être là. Bonsoir à Siom Gaba. Et toutes mes félicitations d'avoir amené Dr Judith Seyon sur ce plateau. Et oui, elle est le point focal lutte contre le tabac au ministère de la Santé, avec elle on aura un peu l'état des lieux, où est-ce que nous en sommes au Bénin, vu que dans d'autres pays, il y a quand même une forte régression de la consommation du tabac. Est-ce qu'au Bénin, c'est le cas? C'est bien le cas au Bénin. Ah bon? Ah oui, parce que les gens consomment de moins en moins. De moins en moins, mais on va différencier. Okay. Parce que des enquêtes ont été faites au Bénin en 2008, où on a estimé la prévalence de la consommation du tabac à 16% chez les adultes. Et cette même enquête a été reprise en 2015, et cette prévalence, elle est de 5%. Waouh, de 16%, de 16%, on est passé à 5%, chez les adultes. Et la couche juvénile? Là, chez les jeunes adolescents de nos collèges, la tendance est à la hausse, malheureusement. Wow. Parce qu'en 2009, cette prévalence chez les adolescents était de 5%, et en 2016, elle est passée à 7%. 2%, ça semble n'être rien du tout, mais c'est très important pour nous. On peut dire que c'est la couche que nous devrons cibler pour nos sensibilisations. Et toutes les actions pour réduire la prévalence du tabac doivent beaucoup plus être accentuées. Les actions doivent viser beaucoup plus ces jeunes. Pourquoi? Parce que c'est la couche vulnérable. L'adolescence, c'est la période de la vie où on développe la curiosité. Bien sûr. Et c'est une période qui est propice à l'apprentissage aussi. Donc, nos jeunes, à partir de 12 ans ou plus, ont déjà goûté à leur première cigarette. Donc, ce qui fait que, franchement... Donc, c'est du suivisme, quoi. C'est du suivisme. La régression est bien à la baisse au Bénin parce que nous n'avons pas pressé les bras. Ça semble être sur le terrain, on ne vous sent pas, on ne vous voit pas. C'est ce que je voulais dire d'ailleurs. Le 31, on va fêter, on va dire oui, thème ci et ça, et après, bon, vous disparaissez carrément de la circulation. Cette prévalence a baissé avec la même enquête, le même questionnaire, administré de la même manière, avec les mêmes tranches d'âge et tout. Moi, je pense que quelque chose a été fait. Alors, qu'est-ce qui a été fait en réalité? Qu'est-ce qui a favorisé la réduction de la consommation du tabac au Bénin? Bon, ça, on peut comprendre ça de deux façons. La première façon, c'est que les adultes ont pris conscience de ce que le tabac est mauvais. Et s'ils ont pris conscience, c'est parce qu'il y a un programme au ministère de la Santé qui se charge de la lutte contre les maladies non transmissibles, qui a organisé des séries de sensibilisation dans tous les ministères, dans toutes les institutions de l'État. Et ils ont sensibilisé vraiment avec les PowerPoint, ils ont informé sur ce que c'est que le tabac et tous les autres facteurs de risque des maladies non transmissibles. Donc, ça a eu un effet. Et en tant que point focal, je suis passée aussi dans ces institutions, dans ces ministères, pour laisser des affiches d'interdiction de fumer dans les lieux publics. Nous avons une loi qui réglemente l'usage du tabac, qui n'est pas restée muette.
Au contraire de 2006, on a eu notre première loi, on est passé à une nouvelle loi en 2017 oui. et ça a pris en compte vraiment tous ces aspects qui ont été occultés par la première loi, qui a été vite obsolète parce que la lutte anti-tabac elle est dynamique et chaque 2 ans, nous avons des conférences des partis où de nouvelles directives sont mises en place et très vite, la loi de 2006 n'était plus conforme aux nouvelles directives de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Mais je sais quand même que l'une des dispositions prises déjà au niveau mondial, c'est l'élévation, la hausse du coût du tabac. Mais pourquoi nos jeunes ici arrivent quand même à s'en acheter? D'autant plus que dans d'autres pays, les jeunes disent carrément qu'ils n'ont plus assez d'argent à consacrer au tabac. Mais chez nous, c'est le contraire. Ouais. Ça, c'est une stratégie de l'OMS. Augmenter les prix et les taxes sur le tabac permet de décourager les consommateurs. Le Bénin n'est pas resté en marche. Le Bénin aussi a augmenté les taxes sur le tabac. Parce que mais est-ce que ça a changé sur le marché? Ah, voilà, ça c'est la bonne question. Parce que les taxes sur le tabac étaient autour de peut-être 10%. En 2012, avec la loi des finances, on est passé à 45%. Donc 40% de taxes sur le tabac et 5% d'éco-taxes. Donc on est à 45% aujourd'hui. 45%. Donc on ne va pas dire que le Bénin n'a pas augmenté les prix. Puisque quand on augmente les taxes, normalement les prix augmentent. Mais malheureusement, ces importateurs de tabac, je pense que bien qu'on ait augmenté les taxes, les prix n'ont pas changé outre mesure. Réellement, voilà. Par contre, chez les consommateurs d'alcool, quand on a augmenté les prix sur les boissons alcoolisées, tout de suite, les taxes plutôt sur les boissons alcoolisées dans la même loi des finances en 2012. On a eu le constat sur les prix. Nettement. Eux, ils ont augmenté leur prix tout de suite. Mais moi, je me suis dit sûrement que ce n'est pas assez taxé, puisqu'ils arrivent toujours à entrer dans leur chiffre d'affaires. Donc, ils avaient une grande marge bénéficiaire. Et il faut dire que les taxes appliquées sur le tabac au Bénin sont des taxes ad valorem, donc c'est des taxes appliquées sur la valeur déclarée. D'accord. Et quand on se connaît très bien dans nos pays, moi je doute fort que ce soit la bonne valeur qui soit déclarée. Et qu'on impose. Alors, ils n'ont pas changé les prix, ça veut dire que personne ne veut changer les prix pour perdre ses clients. Ils sont restés, donc ils trouvent quand même toujours leur chiffre d'affaires. Ouais. Et puis des bénéfices. Des bénéfices en plus, sinon ils auraient augmenté les prix. Mais on a remarqué qu'aujourd'hui au Bénin, ce n'est plus seulement la cigarette avec cet avènement des chichas et autres. C'est ça en réalité qui prend. L'effet mode. L'effet mode, c'est une nouvelle forme de consommation. Dans des restaurants, n'est-ce pas? Oui. Je suis allé à Natutébou. La dernière fois, on me parlait d'un produit qu'ils mettent dans le chicha et ils appellent ça tombeau. Tombeau. Mais là, le tombeau est ouvert. Ils appellent ça tombeau et on a dessiné une tombe sur le truc. Et puis ils achètent. Mais c'est dommage, parce que l'utilisation de la chicha, c'est une nouvelle forme de consommation de tabac. C'est la pipe à eau, ça s'appelle encore pipe à eau. Donc c'est une poudre de tabac mélangée avec des arômes de fruits qu'on met dans cette pipe. On ajoute de l'eau, c'est chauffé sur des braises ardentes. Et il y a un tuyau où on aspire. Comme à l'écran. Voilà. Merci C'est beaucoup, un danger pour la santé de l'homme. À quoi ces jeunes-là ou tous ceux-là qui qui fument de la cigarette de cette manière sont sujettes? Ils sont sujettes à beaucoup de dégâts au niveau de la santé. Pourquoi? Parce que quand vous tirez une seule fois, la chicha, c'est l'équivalent de 10 à 15 baguettes de cigarettes. Wow. Juste un seul coup? Oui. Quand vous tirez comme ça? Oui, quand vous tirez comme ça. Et l'effet agréable parfumé de la chicha ne met pas les consommateurs à l'abri des méfaits du tabac. Au contraire, ils se laissent aller et ils oublient même la quantité de substances nocives inhalées et saluent les dégâts. 15 Bien sûr, parce que c'est très concentré. 15 baguettes de cigarettes. Oui, il y a assez de substances toxiques que vous aspirez. C'est très concentré, cette poudre qu'ils mettent, et c'est l'équivalent de plusieurs baguettes, jusqu'à 15 baguettes de cigarettes. Est-ce qu'il ne faut pas interdire ça au Bénin? Et on se demande, vous êtes où? Et c'est proposé même dans les restaurants, dans les maquis. Pas comme ça et on interdit. Il faut des tests de loi. La loi est déjà là. Et il faut des décrets pour mettre en application. Ce n'est pas exclu que le Bénin passe aussi à cette interdiction.
Pourquoi? Parce qu'il y a des pays africains qui l'ont déjà interdit. Le Rwanda a déjà interdit l'utilisation de la chicha. L'Ouganda l'a interdit aussi. Le Bénin peut en arriver là. Et on peut également interdire l'utilisation ou la consommation du tabac dans notre pays. C'est pas possible? C'est possible parce qu'il y a un État quand même dans le monde entier, un seul État qu'on appelle le Bhoutan, qui a déjà interdit l'utilisation de la cigarette sur leur territoire. C'est un petit État qui est à côté de l'Inde, donc c'est pas exclu. Voilà. C'est que les importateurs de tabac, les industries du tabac aussi, ils ont un lobbying très fort. C'est leur business. Quand nous réfléchissons ici pour dire comment faire pour décourager les consommateurs, eux, ils réfléchissent comment faire pour fidéliser les clients. Donc, ils ont plus de 1000 tours dans leur sac. Nous aussi, nous sommes là. Donc, c'est une lutte vraiment infernale. Parce que dans le tabac, franchement, le tabac, c'est un poison. Il n'y a rien qui soit vraiment favorable à la santé dans le tabac. C'est le seul poison qui est légalement autorisé à la vente. Et comme tout autre produit, vous avez l'Organisation mondiale du commerce sur le dos. Dès que vous vous levez pour dire on ne va plus consommer, commercialiser tel produit. Tel produit. Donc, c'est toute une démarche juridique. On peut y arriver, c'est une option, c'est une volonté politique. Voilà ça. Mais peut-être avant de vous laisser partir, ces jeunes ou tous ceux-là qui consomment du tabac ont quand même des astuces. Ils ont des produits qu'ils consomment après pour dire ça lave l'organisme, ça nettoie l'organisme. Est-ce que c'est ça, cet effet-là réellement? C'est faux. Ça, il n'y a aucun produit qui nettoie tout ce que vous consommez comme substance toxique quand vous fumez le tabac. Donc ça reste là? Ça reste. Ça reste. Là, la seule solution, c'est d'arrêter de ne pas toucher au tabac. Il n'y a aucun produit qui lave et qui vous met à l'abri des dégâts. C'est ce qu'on nous dit souvent que... non, c'est des idées fausses. À l'Occident, qu'ils ont des produits qu'ils prennent pour se nettoyer. Ils ont un meilleur système de santé. Voilà. Ils ont des soins gratuits. Et ils n'ont pas toutes les maladies infectieuses que nous avons ici. Par exemple, ici, nous avons le paludisme qui est là tous les jours. Nous avons le choléra en période de pluie. Nous avons les fièvres virales hémorragiques qui sont là. Et en plus de tout ça, on se permet de fumer. Par contre, de l'autre côté, eux n'ont rien de tout ça. Vraiment. Mais pourquoi vous avez choisi le cœur aujourd'hui? Pourquoi pas les poumons? Très rapidement, d'autant plus que c'est le thème avant de vous laisser partir. Très rapidement. Le cœur, en fait, est brisé par le tabac. Comment? Parce que quand vous consommez le tabac, il y a une substance qu'on appelle monoxyde de carbone qui est contenue dans le tabac. Et cette substance va se fixer sur les globules rouges. En temps normal, si vous n'êtes pas consommateur de tabac, c'est l'oxygène qui va se fixer sur vos globules rouges. Donc, c'est le monoxyde de carbone se fixe sur ces globules rouges, va entraîner une mauvaise oxygénation de vos tissus. Et cela va perturber votre rythme cardiaque et faire augmenter la pression artérielle. Vous n'êtes pas cardiologue, vous êtes médecin de santé publique, on va avoir un cardiologue sur le plateau. Avant d'être santé publique, j'ai été médecin d'abord. Tout à fait, mais on ne va pas vous laisser aborder tout ici. C'est pour vous dire que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Donc, vous comprenez que le tabac tue. Tout ça. Donc, ce n'est pas que les cancers, mais c'est surtout aussi les cardiopathies. Oh là là. Voilà, merci beaucoup. Oh là là. Sinon, bon, Assoum Gaba... Qu'est-ce qu'on est emballé? Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Mais oui, si nous ne surveillons pas nos enfants et que nous ne les sensibilisons pas, ils vont développer des maladies cardiovasculaires à l'âge adulte. Regardez l'image. Un enfant. Voilà. Oh là là. Non, mais franchement, c'est pas possible. Il y a même des images qu'il faut franchement pas... Vraiment. Parce que ça fait également partie de... Bon, c'est des communications positives, hein, franchement. On fume carrément, c'est pas le cerveau. Et on n'a même pas parlé de ceux qui inhalent, nous qui ne fumons pas, mais qui inhalent. Passif, voilà, fort un volet. Parce que c'est ceux qui subissent le tabagisme passif vont développer les mêmes maladies que le fumeur. En tout cas, j'espère bien que pourtant, la loi... ils n'ont pas choisi de fumer. J'espère bien que c'est à cause de ça que la loi interdit. La loi vous protège, non? Oui, vous protège et interdit de fumer dans les lieux à usage collectif. Ce qui n'est pas respecté. Bon, merci beaucoup. En tout cas, parlant du tabac, il y a beaucoup d'aspects en tout cas qu'il faut bien sûr aborder.
On aura le temps de vous revoir sur ce plateau, Dr Seyon, si vous voulez très bien. Merci, M. Gaba. Allez, merci beaucoup à vous. Merci, heureuse dame. Merci. Allez, on va quitter bien sûr le plateau de nature et bien-être. Oui, en très bonne santé. Il faut aussi manger selon les normes exigées par, en tout cas, les organisations internationales. Et pour cela, nous allons parler bien sûr des normes HACCP. C'est avec l'expert. Oui, le Bénin travaille bien sûr à rassurer davantage ses consommateurs, les consommateurs de ces produits agroalimentaires surtout. Alors, ce qui nous amène bien sûr à vous présenter les avantages et les exigences des normes HACCP. C'est quoi en réalité ces normes-là? Nous allons en parler avec Boris Landé-Betoro. Bonsoir. C'est quoi déjà? Quand on parle de normes HACCP, c'est quoi en réalité? HACCP, c'est l'abréviation anglaise traduite en français qui signifie l'analyse des risques et maîtrise des points critiques. Analyse des risques et maîtrise des points critiques. Oui, c'est un outil qui vous permet d'identifier les dangers et de mettre en place des contrôles pour pouvoir afin corriger ces dangers tout au long de votre chaîne de production. Je rappelle aussi HACCP, ça s'applique souvent dans les entreprises agroalimentaires, de restauration et aussi dans les hôtels. Donc c'est lié bien sûr à l'hygiène alimentaire, c'est cela? Exactement, l'hygiène alimentaire. Et là, quand vous vous installez, en tout cas c'est un outil qui vous permet en réalité d'évaluer de fois le degré de toxicité, les microbes et autres, c'est ça en réalité qui se trouve dans votre processus de production? Parce que en tant qu'entreprise, agroalimentaire, si vous produisez des produits, vous les mettez sur le marché, il faut essayer de chercher à connaître si réellement les produits que vous mettez sur le marché sont des produits de bonne qualité. Donc, les HACCP vous permettent d'analyser vos produits pour savoir est-ce que ce que je présente aux consommateurs est de bonne qualité. Voilà. Mais tel que vous le dites, on a l'impression que c'est un appareil qu'on amène dans l'entreprise pour vérifier. Comment ça se présente en réalité? Dites-nous. En fait, HACCP, ce n'est pas un appareil. Vous savez, HACCP, c'est un système. C'est parce que généralement, ceux qui travaillent dans les entreprises agroalimentaires peuvent comprendre, c'est-à-dire, si vous rentrez dans une entreprise de transformation de fruits, par exemple, avant qu'on transforme le fruit, ça suit tout un processus. Donc, ce processus, c'est ça qu'on appelle HACCP. C'est-à-dire, si on amène les fruits, le processus là commence déjà dès l'approvisionnement de la matière première. Donc, vous commencez déjà le système HACCP déjà de là. C'est quand vous achetez la matière première auprès de vos fournisseurs, ce système commence déjà de là. Donc, HACCP commence de là jusqu'à la sortie du produit. Donc, c'est étape par étape. Ce n'est pas un appareil, en fait. En réalité, c'est un système que vous mettez en place pour suivre la qualité de votre production. On suppose que vous êtes peut-être transformateur d'ananas en jus. En jus, par exemple, ça veut dire que même votre fournisseur est inclus dans votre système. Exactement. Donc, vous allez vérifier si vraiment, lui, il respecte également les normes HACCP, c'est ça? Exactement. En fait, l'HACCP s'applique à tous les acteurs de la chaîne agricole. Que vous soyez producteur, que vous soyez commerçant, que vous soyez distributeur, que vous soyez... en tout cas, chaque fois que vous êtes sur la chaîne agricole, vous êtes appelé à maîtriser, à mettre en place le système HACCP à votre niveau. À votre niveau. Alors, mais quels sont les avantages? Les avantages liés, bien sûr, à la mise en place du système HACCP. Si vous respectez les normes HACCP, par exemple, ça vous apporte quoi en tant que producteur? Comme avantage, en fait, la certification et l'adoption de HACCP vous permet d'abord de prouver votre engagement dans la sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire. En plus de ça, HACCP vous permet d'apporter la confiance requise par les consommateurs, les vendeurs et acheteurs de l'industrie
agroalimentaire. Et enfin, je peux dire HACCP vous permet également de prouver à vos clients, les gouvernements, j'allais dire, et aussi aux organismes commerciaux, que les produits que vous mettez sur le marché sont des produits de bonne qualité. De bonne qualité. Oui. On va revenir en tout cas sur les avantages et aller un peu plus en détail, bien sûr, ces avantages dans un instant. Vous restez avec nous le temps qu'on aille, bien sûr, à la rédaction de BB24 pour y voir Estelle Pazou qui nous présente le journal. Il est 19h45. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du journal. On commence par les titres. Un accident de la route a encore fait des victimes. C'était hier, place du Souvenir. Un camion gros porteur aurait percuté une moto transportant 2 passagers. Un d'entre eux y a laissé sa peau. Le soleil, bien que distant, offre une énergie gratuite, inépuisable et disponible partout. Malheureusement, au Bénin, l'énergie solaire n'est pas suffisamment exploitée. Et puis, la rupture du jeûne, un rituel pour tous les musulmans. Dans certaines familles, au-delà du simple acte, elle prend des allures de partage. Ouvrons ce journal par cette information plutôt triste. Hier après-midi, au carrefour de la place du Souvenir, un accident est survenu. À la base, un camion qui transportait de gros cailloux aurait percuté une moto qui transportait 2 passagers. Bilan, 1 mort. Suivez ici le reportage de Rodrigue Babaguito pour plus d'explications. La place du Souvenir, ce lundi 28 mai, gardera sûrement en mémoire cette scène. Sur le sol, ce corps, allongé sans vie, après avoir laissé quelques bribes de peau un peu plus loin. Comment s'est-il retrouvé sous les pneus de ce camion? J'ai vu 2 jeunes hommes qui ont quitté Kadian. Et celle qui était sur le guidon, c'était la fille qui avait derrière un petit. Donc, la grande sœur est en train de montrer en quelque sorte la voie au petit. Et il voulait prendre la direction de l'aéroport. Et soudain, derrière eux, un camion qui charge des cailloux. Donc le chauffeur voyait déjà qu'ils avaient pris déjà la voie de l'aéroport. Quand, à sa grande surprise, il a vu que la grande sœur a dévié le guidon pour prendre la direction du tribunal, d'où l'accident. Ils venaient de Kadiaron et ils allaient vers le tribunal. Arrivés à ce niveau, ils ont vu le camion. Le camion a fait d'une sens qu'il allait vers l'aéroport. Et il a pris et il a serré l'autre côté, il voulait tourner. Les gars croyaient qu'il voulait aller du même sens avec eux. Quand eux, ils tournaient sur ce sens-là, le camion tournait, c'est là où l'incident est arrivé. Il a traîné un peu la dame, quelque chose de quelques mètres seulement. Et malheureusement, la fille est morte. Le petit, lui, il a sauté. Lui, il a sauté sur la moto. Une fois encore, la récurrente question d'observance du code de la route. Le chauffeur du camion et le jeune accompagnant la victime auraient tous 2 disparu. Les hommes en uniforme présents sur les lieux n'ont pas voulu se prononcer sur l'incident. L'énergie solaire, une opportunité pour les pays en voie de développement. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs fait l'option de ce type d'énergie pour pallier le déficit énergétique. Mais au Bénin, la dynamique peine à prendre. Un consultant en développement revient ici sur l'importance de cette énergie. Il est au micro de Axel Dancy et Boris Nina. Je pense que pour notre pays, l'énergie solaire est une grande opportunité. Et je m'en vais aussi embrasser un ancien président du Sénégal qui avait dit en son temps que si l'Afrique voulait avoir l'autonomisation qu'elle veut en matière d'énergie, que l'Afrique pouvait. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné un truc qui n'est jamais, le soleil.
On dit que l'énergie renouvelable, c'est un truc qui se renouvelle d'elle-même naturellement, n'est-ce pas? Et quand le truc est naturel, donc on peut permettre à chacun d'aller vers là-bas. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est la seule chose qui doit nous sortir de ce goulot d'étranglement que nous observons au niveau du manque criard de l'énergie. Parce que ça freine l'économie, il faut le dire. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, on a des problèmes d'économie. En matière d'éducation, ça freine parce que les enfants ne pourront pas apprendre, les écoles, donc les cours, peut-être qu'ils ont des trucs à écrire, tout ça là. Et nous savons aujourd'hui que le monde tourne autour des ordinateurs portables et des smartphones, où nous tous nous sommes habitués maintenant à saisir des tests par ordi. Et lorsqu'il n'y a pas d'électricité, ça cause aussi un problème. Et lorsqu'il n'y a pas d'électricité dans les zones reculées, les gens ne peuvent même plus avoir d'informations parce que l'Internet, on n'aura pas d'Internet, on n'aura pas des installations, on n'aura pas d'Internet, on n'aura pas de la radio, on ne peut pas suivre la télé, on ne peut pas avoir l'information. Donc du coup, il y a tout ce problème-là, tous ces paramètres-là qui entrent en jeu. Et lorsque vous me parlez d'une école qui forme, oui certes, mais ce n'est pas encore ça. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Il faudrait que ça soit ouvert à tout le monde, que toute la population puisse au moins, même si cette population a accès à ça, que cette population peut se retrouver elle-même déjà à diagnostiquer ses propres problèmes à la maison, c'est une bonne chose. Notre pays offre un accès de formation aux Béninois, mais pas facile parce que en réalité, la plupart des formations de qualité sont des formations privées. Ce sont des formations privées. Et tant qu'un truc est privé, il faut comprendre que ça coûte excessivement cher. Donc ce n'est pas accessible à tout le monde. Alors lorsqu'on parle de formation, l'égalité des chances, il faut donner la chance à tout le monde d'avoir accès à cette éducation. Parce que déjà, lorsque on dit que c'est privé, il y a déjà une discrimination parce que qui va là que des personnes aisées. Quelqu'un qui se fait former en énergie renouvelable peut être expert d'abord en énergie et solaire, comme installation des panneaux solaires, ainsi de suite. On peut avoir des consultants, c'est-à-dire des conseillers en énergie, et vous le constatez souvent, vous l'observez souvent au niveau des structures comme la NT. Lorsque vous allez là-bas, vous allez voir, il va dire moi je suis juste conseiller en matière d'énergie renouvelable ou installation énergétique. Spécial mois de Ramadan, la rupture du jeûne au-delà d'un simple repas, elle suscite un acte de générosité et de solidarité. Dans certaines familles à Cotonou, c'est tout un festin au cours duquel on partage avec des familles démunies. Reportage Boris Nina et Dieudonné Abimbola. C'est déjà le coucher du soleil, l'appel du muezzin à rompre le jeûne. On commence par les fruits ou une soupe nourrissante. Dans des familles, c'est toute une cérémonie. Ici, c'est Atassi accompagné de la friture au poisson qui est au rendez-vous. C'est la tradition dans cette maison, à l'occasion du mois de Ramadan, de porter des offrandes aux autres. Bon, on le fait chaque jour. Ça dépend de ce qu'on peut faire. On peut faire la pâte, du macaroni. Aujourd'hui, on a fait notre mélange qu'on appelle Atassi avec la friture qu'on doit donner à tout le monde pour aider d'autres qui n'ont pas peut-être la capacité de manger ce qu'ils ont envie de manger ou n'ont pas suffisamment ce qu'il faut pour la rupture. Ils sont nombreux à agir ainsi pendant ce 9e mois du calendrier musulman. Chez Adja Moulikatou, c'est aussi la fête en miniature. On prépare et on envoie aux plus démunis. Et les gens qui en ont, Dieu les a exhortés de donner à celui qui n'en a pas. Il y a beaucoup de grâce dedans, parce que Dieu même l'a dit, si quelqu'un donne un, qui doit le remplacer par 10 fois. Donc les gens qui donnent à manger, ça c'est une grande bénédiction pour eux. Ils préparent pour amener à la mosquée pour les gens qui n'en ont pas. C'est le cas par exemple dans cette mosquée où enfants et adultes viennent rompre leur jeûne après la prière du 19h. Le geste est sans distinction de religion. Voilà, la nourriture qu'on m'a donnée maintenant, je suis en train de partager à tout le monde. Je ne calcule pas que celui-là est chrétien, celui-là est vaudou, non, celui-là est musulman, non. Moi, je peux donner à tout le monde. Le jeûne, 4e pilier de la religion musulmane, appelle à s'abstenir de la nourriture et de toute jouissance charnelle, de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. Mais l'acte de générosité qui l'accompagne est encore révélateur de la solidarité agissante recommandée par l'islam.
Ils sont prêts pour aller défendre vaillamment le drapeau béninois. Il s'agit des escrimeurs qui s'apprêtent pour des joutes continentales et mondiales. La première, c'est le 18e championnat d'Afrique senior d'escrime du 5 au 9 juillet à Tunis. Ils se sont donc ardemment préparés. La fédération a même fait appel à un expert pour approfondir les connaissances des athlètes et élever leur niveau de jeu. Benoît Rotepo, Herman Rodrigue Amégan. De la technicité, de la réflexion, de l'adresse et surtout du dynamisme, ces facultés sont inhérentes à tout escrimeur. Sabre ou fleuret à la main, masque au visage, cuirasse à la poitrine, ces athlètes béninois appliquent les consignes de l'expert venu du Togo. 10 jours durant, ils ont été soumis à une préparation intense et rigoureuse. Au début, c'était un peu difficile. Parce qu'il y avait beaucoup de détails qu'on a l'habitude de laisser. Et avec ces quelques jours de stage, le niveau s'est amélioré nettement. Ça nous a vraiment permis d'accueillir beaucoup d'expérience et beaucoup de techniques de nouveau. Donc là, présentement, je suis prêt pour y aller et ramener quelque chose de possible. Au-delà des techniques nouvelles qui leur ont été inculquées, les escrimeurs ont été imprégnés vidéoprojecteurs à l'appui des signes conventionnels qui régissent la discipline. Un travail qui est revenu à l'expert, surtout que les athlètes s'apprêtent pour leur toute première expédition internationale. Les escrimeurs béninois n'ont pas pris part aux compétitions internationales, donc nous avons fait des séances de vidéo arbitrage pour leur montrer quels sont les gestes techniques des arbitres, quelles sont les règles de compétition, et qui fait quoi et pourquoi on doit sanctionner quelqu'un, et quels sont les gestes qui donnent la priorité et au cours d'une action et d'une compétition normale. Et la séance de compétition vidéo pour leur montrer comment les championnats d'Afrique, comment les compétitions internationales, ça se passe. Apparemment, ces compétiteurs sont plus ou moins aguerris et l'escrime béninoise semble mieux se porter. Nous avons travaillé suffisamment depuis environ 6 mois. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que, sans risque de nous tromper, que les escrimeurs béninois se portent suffisamment bien. Les compétitions vont s'enchaîner les jours et les semaines à venir. Les meilleurs y prendront part. Ils vont découvrir le haut niveau à la fédération. On ne s'enflamme donc pas. Après le championnat d'Afrique senior d'escrime qui va se dérouler du côté de Tunis, nous allons partir après à Alger pour participer aux Jeux africains de la jeunesse. Et juste après ça, nous allons partir du côté de Guangzhou pour participer au championnat du monde d'escrime qui va se dérouler du côté de la Chine. C'est la première fois que nous, par nos soins, nous décidons de participer à des compétitions avec des athlètes qui sont formés par des entraîneurs béninois, qui ont été formés à l'École internationale des maîtres d'armes. Donc, à ce titre, nous ne pouvons pas demander à ces gamins d'aller directement à l'assaut des médailles et de toucher le Graal, mais c'est de pouvoir améliorer les performances et montrer que l'escrime béninois se porte mieux. Disons déjà que l'escrime a commencé par se pratiquer au Bénin et la fédération a déjà même organisé l'année dernière l'Open de Cotonou, qui a connu une réussite. Une réussite qui suscite déjà des candidatures de la part des athlètes de la sous-région pour la prochaine édition. Le président de la fédération rassure qu'il y aura une deuxième édition, mais avant, Tunis, Alger et Guangzhou sont en point de mire. Et ce sera tout pour cette édition. Merci d'être resté et à demain pour un nouveau journal. Merci beaucoup à vous. Donc, Estelle Pazou, à demain donc, pour vraiment un nouveau journal, une nouvelle édition. On revient en plateau avec Boris Landé pour continuer à parler bien sûr des normes HACCP. Alors, Boris Landé, vous nous parlez des avantages du HACCP. On retient déjà que la mise en place déjà du HACCP peut donc rassurer les consommateurs. Exactement. Et surtout les États. Exactement. Surtout les États. Mais est-ce que c'est une exigence, les normes HACCP aujourd'hui? Oui, les normes HACCP, c'est une exigence. Parce que aujourd'hui, vous savez comme moi que tout le monde veut consommer les produits, ce qu'on produit chez nous ici au Bénin. Et si toi, un producteur, tu n'appliques pas le système HACCP au sein de ton unité de production, tu ne pourras pas vendre comme il le faut. Donc je dirais oui, les normes HACCP sont une exigence
Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et donc sur le marché exige cela, les pays l'exigent, et au Bénin en particulier. Est-ce que c'est exigé au Bénin? Au Bénin, ce n'est pas bien encore appliqué, mais nous travaillons à ce que ça soit connu de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on va dans les supermarchés, on trouve des produits, on achète, mais finalement, vous allez voir que ces produits ne sont pas de bonne qualité. Donc, il faut qu'on commence par parler avec les consommateurs, sensibiliser les consommateurs pour dire, demander désormais, tout au moins, même si les transformateurs ne sont pas en mesure d'avoir les autres certifications qu'il faut, demander, en fait, au moins le HACCP. Est-ce à dire que le HACCP est l'une des normes basiques en matière de production agroalimentaire? En fait, HACCP, je peux dire, c'est l'étape numéro 1 qu'il faut avoir avant de déclencher le processus de certification proprement dite. OK. Donc, on peut partir du HACCP. Exactement. Et donc, il y a des entreprises qui produisent selon les normes HACCP déjà? Oui, il y a des entreprises, mais je ne me rappelle pas bien mais en tout cas, je sais qu'il y a des entreprises qui sont dans la transformation du jus de fruits, qui ont déjà le HACCP au sein de leur unité de production. De leur unité de production. Exactement. Alors, quand on dit avoir le HACCP au sein de son unité de production, c'est quoi? Je veux parler bien sûr de la mise en place. Comment ça se fait? Et qui contrôle? Qui certifie en réalité? Au Bénin, pour avoir la certification HACCP, l'étape numéro 1, c'est d'abord de suivre une formation d'initiation à la mise en place du système. En tant que chef d'entreprise, en tant que chef de production dans une entreprise agroalimentaire, vous devez tout au moins être formé sur les prérequis. Oui, on se fait former où? Auprès de quelle institution? Qui l'organise en fait au Bénin? Je peux dire aujourd'hui au Bénin, il y a des cabinets qui organisent cette formation. Par exemple, l'entreprise Groupe Landier organise des formations sur l'initiation. Actuellement, même nous sommes en train d'organiser la 2e édition de cette formation qui se déroule au laboratoire central à Coca-de-Domé. Donc, OK, laboratoire central au niveau du ministère de la Santé, c'est ça? Non. Non, le laboratoire central du Bénin. Exactement. OK, d'accord. Donc, si quelqu'un, une entreprise, soit un acteur de la chaîne agricole peut entrer dans cette processus de rassurer ses consommateurs, d'avoir l'HACCP, il peut se rapprocher de nous, on peut l'aider, on va le former à mettre en place ce système. Maintenant, après cette étape de formation, il faut appeler le cabinet et maintenant le cabinet viendra visiter votre unité de production pour voir réellement est-ce que les notions que vous avez reçues, est-ce que vous les appliquez réellement? Maintenant, c'est après cette étape de visite, on va passer à l'étape de la rédaction du document. Parce que la HACCP, c'est ce document. On va essayer de rédiger le document avec vous. Et c'est ce document maintenant que vous pouvez maintenant utiliser. Mettre en application. Pour mettre en application. Pour aller. Maintenant, je rappelle aussi que le laboratoire central, c'est parce que c'est une institution étatique au Bénin qui est accréditée. Pour donner pour contrôler la norme HACCP. Pour contrôler la norme HACCP. Donc, eux aussi, ils viendront vous visiter pour voir est-ce que réellement ce que le cabinet ou soit l'expert que vous avez appelé, les recommandations qu'il vous a données, est-ce que vous suivez ces recommandations-là? Donc, c'est maintenant, après cette étape que vous allez passer maintenant à la certification et l'adoption du HACCP. Du HACCP. Oui. Ah, OK. Donc, il y a le laboratoire central qui permet donc aux gens d'avoir le système, de l'appliquer, bien sûr, le HACCP dans leur unité de production. Alors, mais quel type d'entreprises peuvent donc mettre en place une telle norme dans leur organisation? Okay, je rappelle que les entreprises, parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs entreprises. Les entreprises qui sont plus concernées, sont les entreprises de restauration. Donc les restaurants? Les restaurants sont concernés. Ah oui? Les hôtels sont concernés. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que quand vous allez dans les grands hôtels aujourd'hui, ils ont des restaurants. Donc, les restaurants, les hôtels, ils sont aussi concernés par l'adoption du système HACCP. Okay. Après ça aussi, nous avons tout ce qui intervient sur la chaîne
tout au long de la chaîne de valeur agricole, producteurs, commerçants, transformateurs. Ceux qui livrent même les intrants. Les intrants. Et, en fait, voilà un peu... C'est tout un système. Oui, alors, pour les consommateurs que nous sommes, comment est-ce que nous pouvons, par exemple, au niveau des restaurants, par exemple, savoir, oui, que tel restaurant respecte les normes HACCP, pour que nous puissions manger avec beaucoup plus de quiétude et d'assurance? Je dirais qu'aujourd'hui, moi j'ai l'habitude aussi d'aller dans un restaurant, mais tous les restaurants, je dis, il n'y a pas encore ce restaurant aujourd'hui qui peut dire avec certitude. Aucun restaurant n'est certifié HACCP. Avec certitude. Parce que le processus, c'est quoi? Ce n'est pas de dire je suis certifié HACCP et s'arrêter là. Par exemple, vous pouvez essayer de faire des bilans pour voir, ok, le plan HACCP que j'adopte, est-ce que je respecte les exigences qui sont écrites dans le document? Ok. Donc, vous voyez un peu ces étapes. Donc, je ne peux pas vous dire tel restaurant est certifié, tel restaurant n'est pas certifié. Mais comment nous on fait pour savoir? Pour savoir, généralement, je donne l'exemple sur les jus de fruits. Ok. Si vous voulez payer les jus de fruits, vous pouvez prendre les bouteilles, vérifier sur les emballages, sur les étiquettes. Sur les étiquettes pour voir. Est-ce que, souvent, les entreprises écrivent souvent certifié, soit certifié par l'ABCSA, soit contrôlé par LCSSA. Ok. Donc, vous pouvez essayer de voir ces trucs pour les jus de fruits. Mais pour les restaurants, normalement... On n'en a pas encore vu. Normalement, on doit avoir sur leurs enseignes ou bien sur leur carte de menu. Exactement, mais généralement, on ne trouve pas ça ici au Bénin. Ok. Alors, il va falloir alors mettre cela à plat. Est-ce que l'État béninois ne peut pas prendre ça comme une exigence, par exemple, pour les restaurants et les producteurs agroalimentaires et tout le reste, pour que ça puisse être, pour qu'on puisse faire de la marque Made in Bénin une marque qui rassure beaucoup plus les consommateurs? Oui, l'État béninois peut prendre ça comme, comme projet. Pour aider, parce qu'aujourd'hui, il faut que je rappelle aussi, la formation sur l'initiation, la mise en place que nous réalisons généralement, nous sommes cabinet. Maintenant, si nous allons dire aux participants, aux acteurs de cette agricole que la formation, c'est à tel prix, ils ne peuvent pas payer. Donc, nous sommes en partenariat avec une ONG de la place qui s'appelle WAP Clécy, avec qui nous organisons cette formation. Donc, eux, c'est un partenariat que nous avons fait. Donc, normalement, pour une formation sur le système HACCP, le minimum, c'est 150 000. Ok, que les entreprises doivent payer normalement. Donc, mais avec les partenariats, le prix peut diminuer. Mais si l'État peut essayer de rassembler, de rassembler ces cabinets qui peuvent donner cette formation et de les accompagner, nous sommes prêts à travailler avec l'État pour que HACCP soit connu par tous les acteurs du secteur agricole. Okay. Voilà un peu. Merci beaucoup à vous, Boris Bietoro Landé, d'être venu vraiment sur ce plateau, nous parler du système des normes HACCP. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Allez, merci vraiment pour votre disponibilité. On comprend tout simplement qu'il faut donc, c'est juste le début, parlant de certification et des normes, c'est l'une des normes les plus basiques en matière de production alimentaire, production agroalimentaire. Et donc, il faut donc passer à cette étape-là et le Bénin doit prendre en réalité cela comme peut-être une exigence pour que le Made in Bénin puisse davantage rassurer le consommateur. On va passer à autre chose. Chers téléspectateurs, c'est pratiquement la fin de ce grand rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. On jette déjà un second coup d'œil sur le tableau des météos avant de partir.
Allez, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le grand rendez-vous numéro 2 pour le compte de cette semaine. Demain à 19h, nous vous promettons, oui, nous allons vous retrouver sur ce même plateau pour d'autres sujets, bien évidemment, mais pour le grand rendez-vous toujours, mais le numéro 3. Bonne soirée sur BB24.